bonjour et bienvenue à Pack de Pod. Alors si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très bien entouré. Le premier de mes deux potes deuxième ligne, c'est un ancien Puckman, un ancien Orléans-man, un ancien ACBB-man, un ancien Racing-man, c'est Théodore de Saint-Rémy. Salut mon Théo. Mais oui, je suis là, fidèle au poste, en dépit de l'heure tardive à laquelle nous enregistrons, un peu à cause de moi, mais je suis content d'être là, et je suis content aussi de passer la balle à mon copain Charlie. Une passe de deuxième ligne, mon Dieu, c'est assez à noter. Merci mon Théo. Mais quelle que soit l'heure, mon Théo, c'est toujours un plaisir de te retrouver, de vous retrouver d'ailleurs tous les deux, mon Ticket aussi, surtout pour parler de cette fin de phase de poule de Coupe du Monde qui était grandiose. Oui, on avait un super week-end de rugby. J'ai passé un très bon moment. Mais on a quelques business à faire avant. Juste petit info par rapport à la fantasy, c'est pas trop tard. Il y a 4 personnes qui sont vraiment assez proches les uns des autres. Pour l'instant, c'est Mara qui est là en tête et il y a quand même un t-shirt Pack de Potes qui est en jeu. Donc n'hésitez pas d'aller jouer et faire votre équipe. Moi-même, j'ai un petit information. En fait, je suis le vice-président d'une association qui s'appelle Les Petits Courageux. C'est une association pour des enfants qui ont un fasciocraniosténose syndromique et leur famille. Et en fait, je suis super content parce que Emmanuel Plaza, qui est le propriétaire physique, un des propriétaires physiques pour l'équipe de France, en fait, il était touché par l'histoire d'Isaac, un de nos petits courageux, et sa famille. Et en fait, il a mobilisé beaucoup de joueurs sur notre équipe de France avant le mondial pour offrir un super maillot dédicacé. Donc, si ça vous tente, je vais mettre le lien dans nos show notes. Donc, vous pouvez aller, c'est sur Hello Asso, et vous pouvez acheter un tombola pour potentiellement gagner ce super maillot signé par plein de super joueurs sur notre équipe de France. Et bien sûr, tout l'argent va à l'association Les Petits Courageux. C'est pas un délit d'initié si les camarades du pack de potes y participent à la tombola? Toi, tu veux le maillot, toi. Oui, alors. Et si vous ne savez pas, en fait, j'ai mis des différents liens dans les show notes, normalement pour des différentes vidéos ou des différents articles qui nous ont intéressés pendant la semaine. Donc, n'hésitez pas à aller chercher tout ça. Les garçons, j'ai découvert une chose ce week-end. J'ai découvert que le rugby est en fait mauvais pour la santé. Pour les articulations ou pour autre chose? Nous, on le savait depuis longtemps avec Charlie. Ouais, bah, normalement, en fait, tu vois, j'ai fait du sport quand même, du Krav Maga 3 fois par semaine. Mais avec tous ces matchs-là, en fait, j'ai raté pas mal d'entraînements, en fait, surtout le vendredi soir, parce qu'il y a quand même la France qui va jouer, hein, je vais pas arrêter ça. Et bon, normalement, tous les dimanches matins, j'ai une séance de CrossFit le matin. Et ce dimanche, franchement, j'ai pu faire 30 minutes et j'ai failli tomber dans les pommes parce que j'ai fait pas assez de sport. Donc, mon coach, il y passait pour me consoler, me taper sur le dos. Il m'a dit, bah, peut-être ça va aller mieux quand tu reviens à 3 fois par semaine. Et il m'a donné un petit morceau de chocolat. Donc voilà la preuve que regarder trop de rugby, hein, c'est un peu néfaste pour la santé quand même. Trop de rugby à la télévision. Pack de potes, Terradis. Il n'y a pas que toi, mon ticket, qui a des nouvelles à nous donner cette semaine, puisqu'il y a aussi Thomas, un de nos écouteurs, qui tient à nous faire passer une petite dédicace auprès de Fred, son pote, qui lui a fait découvrir le podcast. Et il nous dit qu'on lance idéalement chaque long week-end de Coupe du Monde. Ça nous fait vachement plaisir, mon Thomas. Et dédicace au Fredo, alors, qui a eu la bonne idée de te faire découvrir un superbe podcast. Toute objectivité. Et en fait, il y aura beaucoup plus de rugby très bientôt. Je ne suis pas sûr si vous savez ça, les garçons, mais en fait, il y a un tournoi femmes qui va démarrer très bientôt, qui s'appelle le Women's 15 Rugby. On va dire que c'est wxvrugby.com. Mais je ne savais pas, il y a tout un énorme tournoi qui démarre cette semaine. Et c'est super intéressant, mais je trouve ça bizarre que j'entends parler que maintenant. Peut-être c'est moi qui n'ai pas assez regardé dans les réseaux sociaux. En fait, il y a 18 équipes féminines qui vont se confronter les uns des autres en 3 phases différentes. Il y a une espèce de Wave 3, un groupe 3, un groupe 2, et la France est dans un groupe numéro 1. Et en fait, ils sont dans un pool de 3. Ils vont jouer 3 matchs pendant le mois d'octobre et novembre. Donc, il y aura beaucoup plus de rugby dans les semaines à venir. Oui, et dans cette équipe de France féminine, la nouvelle capitaine a été nommée. C'est une Wallisienne, donc comme quoi maintenant Wallis et Futuna ne fournissent pas que des garçons, mais aussi des filles. Elle joue souvent deuxième ligne, les gars, et elle s'appelle Manae Fele. Donc on l'embrasse, même si on la connaît pas, et on est super content d'avoir arrivé avec le brassard. Oui, Dijonnaise aussi un petit peu. Et puis il y a 2 choses qui me ravissent moi dans cette nouvelle. La première, c'est qu'une deuxième ligne, soit encore mise en avant.
formidable. Et la deuxième, c'est que j'ai hâte d'entendre notre ami Ticket prononcer son nom et son prénom. Ouais, merci. En plus, il y a beaucoup de nouvelles personnes. Il y a pas mal d'anciens qu'on connaît bien. Caroline Boujard qui passait sur la mission, Émilie Boulard, Pauline Bourdin, des ménagères, Socha. Mais il y a énormément de noms qu'on ne connaît pas aussi. Donc ça va être une super opportunité d'ici très peu de regarder un peu de rugby féminin. Mon cher Théo, est-ce que c'est le moment de parler Dupont? Parce que pendant toute cette période, on n'a jamais parlé vraiment de son blessure et tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, on a appris qu'il a droit de revenir et potentiellement jouer contre Afrique du Sud. Oui, c'est le moment parce qu'on est à J-6 maintenant d'une confrontation majeure, même si on a d'autres très bons joueurs en demi-mêlée. On connaît l'importance d'Antoine Dupont pour les matchs clés et aussi pour donner de l'énergie communicative à ses partenaires. Il a été autorisé aujourd'hui à reprendre l'entraînement. Donc, c'est une manière pour le staff médical, pour le staff de l'équipe de France, de dire, pour l'instant, il n'a pas encore le droit de jouer les matchs, mais il a le droit de jouer les entraînements. Donc, c'est une petite musique pour dire, il va probablement jouer, mais on n'en est pas complètement sûr. Et on a bien compris que politiquement, il fallait être extrêmement prudent avec la reprise d'Antoine Dupont. Tout le monde a envie qu'il reprenne, mais tout le monde se met à sa place. On a tout entendu, fracture de la mâchoire, fracture du plancher orbital. C'est peut-être une toute petite fracture. On n'en sait rien, en fait. Comme disait, je ne sais plus quel commentateur, il y a 60 millions de chirurgiens en France maintenant qui ont tous un avis sur la reprise ou pas d'Antoine Dupont. Moi, j'ai envie de dire, faisons-leur confiance. Je ne crois pas que ce soit un inconscient. Donc, s'il joue, c'est qu'il est apte à jouer. J'ai l'impression qu'il en prend le chemin. Et s'il joue, je ne bouderai pas mon plaisir. Voilà. Je partage tout à fait ton opinion, mon Théo. J'avais bien aimé ce qu'avait dit le président de notre fédération, Florian Grill. À son propos, il disait que de toute façon, la décision ne viendrait pas de lui, pas des téléspectateurs, voilà, c'est les médecins qui allaient choisir. Je sais pas si c'est une parole politique ou machin, mais si c'est le cas, et je pense que c'est le cas, et ben c'est très bien. Je pense pas qu'on l'envoie à la mort, ce jeune garçon. Et s'il est en capacité de jouer, j'en serais ravi. Toutefois, s'il revient, moi je trouverais ça pas con de le mettre sur le banc. Voilà, pour que si son entrée ne soit pas follement nécessaire, on puisse lui éviter de se prendre les bœufs sud-africains dans la gueule. Ce sera peut-être ça l'option, ouais, c'est possible. Bah, au moins, je pense que c'est assez marrant la façon que la France en général, on a changé d'avis. Je trouve que tout le monde maintenant, ils disent non, reviens pas, ça serait mieux. Oui, c'est vraiment une bonne chose aussi parce que je pense que ça montre aussi combien on aime ce garçon, on est attaché à lui. En fait, finalement, on a fait une semaine, il fallait une semaine ou deux pour dire finalement, en fait, ce qui est important, c'est son santé à lui. Et ça, c'est le plus important qu'un match seul de rugby parce que je préfère l'avoir pendant 12 années à venir aussi. Mais c'est pas les phases du deuil. Il y a d'abord le déni, après il y a la négation, après il y a l'acceptation. Voilà. Allez, premier match de ce week-end, c'est Nouvelle-Zélande-Uruguay. C'est le petite équipe des Blacks, entre guillemets. Il y a un seul Barrett dans les 15 de départ, Jordi. Les deux autres sont sur le banc. Le blanc de Mackenzie est en 15, Will Jordan en 14, Richie Monga en 10 et le jeune Cam Roigard, ou Roigard si tu es français, en 9. En 9 pour Uruguay, c'est Santiago Arata de Cast et il y a aussi le numéro 6 que j'aime beaucoup, Manuel Ardeo. Tiens, j'ai trouvé ce haka un peu violent quand même. Bon, le match démarre et le match démarre et le joli maillot bleu est dans les 22 des Blacks, mais pas pendant longtemps. Gros effort de Will Jordan au milieu de leur terrain, mais pas payant. Quelques minutes plus tard, c'est Cam Roigard avec un fin de passe de ouf. Wayne Barnes a fait un TMO juste pour le revoir. Finalement, ça compte pas en avant grâce à la bonne défense de Uruguay. Cadrage débordement de Dango de numéro 14 Uruguay et le 6 que j'aime, il va presque marquer. Gros alerte quand même pour les Blacks, car Los Terros n'ont pas peur. Ils sont solides dans les impacts, ils arrachent les ballons et ils sont rapides en défense. Troisième essai annulé encore, c'est celui de Mackenzie, mais il va marquer quelques minutes plus tard. 7-0 à 20 minutes. Et puis ça commence, Richie Monga marque aussi 14-0. Les Uruguayens ont leur tour avec des touches et des mêlées sur les 5 mètres de Nouvelle-Zélande, mais l'immense centre d'Uruguay n'arrive pas à attraper le ballon. Peut-être ses biceps sont juste trop grands.
Mais quelle magie de Mackenzie avec un pass de fou pour Will Jordan, 21-0. Et c'est le tour de Cam Roigard encore qui hypnotise son adversaire, 26-0 pour le mi-temps. Bon, le deuxième mi-temps passe comme on aura pensé, un puits d'essai, ça finit 73-0. Oui, on peut aller vite. Une nouvelle démonstration des Blacks, sûrs de leur force. Moi, je retiendrai effectivement, tu l'as évoqué très, très rapidement, le geste fou et incroyable de Damien McKenzie, qui a un pied quasiment, enfin, les trois quarts du corps à l'extérieur du terrain, un orteil encore dans le terrain qui fait qu'il n'est pas en touche et qui arrive à faire une passe vers l'intérieur à Will Jordan. Et après vérification vidéo, effectivement, c'est valable, c'est valide. C'est juste extraordinaire. Et quand ils jouent comme ça, c'est un peu des magiciens. On est presque au cirque quand on admire les performances, quoi, au cirque au bon sens du terme, c'est-à-dire des gens qui sont quand même un peu d'un autre registre. Ouais, bon, bah, c'est un peu ces matchs dont on parle en négatif, c'est-à-dire à sens unique, quoi. L'Uruguay, on le rappelle quand même, en 2019, qui avait fait sa petite sensation en battant les Fidji. C'était notre petite équipe surprise en 2019. Le Japon l'avait été en 2015, mais cette fois-ci, bah, ça n'a pas été réitéré et ça a été un peu dur de les voir se faire marcher dessus jusqu'au bout. Ouais, quand même, j'ai bien les premières 40 minutes, je trouvais ça plutôt pas mal. Et en fait, les gars, je sais pourquoi les All Blacks sont back. En fait, c'est parce que Victor Vito a fait un entraînement avec eux. Je trouve ça assez chouette. Il est revenu depuis 1 an. Il n'a pas joué avec Stade Rochelet. Il y revient. Il a mis les crampons pour faire un entraînement avec les All Blacks. Je trouvais ça assez chouette. Une chose, c'est sûr, c'est que Uruguay, je disais bien, mais ce tournoi-là. Mais par contre, qu'on voit la flèche, on va dire, de Nouvelle-Zélande qui est tout à fait en montant. Allez, on passe à un autre match à nous. France-Italie à Lyon. La Marseillaise est un peu crispée, je trouve, et Fabien Galtier aussi. Il a utilisé au moins 4 fois les mots très difficiles pour décrire le match à venir. Pas mal d'Italiens dans ce stade à Lyon, une ambiance électrique. 2 minutes et Movaca perce, Jalibert jongle, passe pour Ramos et c'est Penaud qui finit tranquille, 7-0 à 2 minutes. On passe à 10 points avec le coup de pied de Ramos. On est costaud devant avec 50 kilos de plus. On mêlée et on pique des touches. On joue un peu trop à pied, je trouve 2 très jolies opportunités loupées, mais la troisième, ça va marcher. Sur un jeu cassé, Penaud se transforme en Ntamak avec une passe au pied pour Louis Bébé, 17-0. Italie est sans ressources, malgré qu'ils ne sont pas encore vraiment entrés dans notre 50 mètres, Galtier est toujours un peu stressé. Les avants français font le taf, les arrières profitent et font des passes, Ramos avec l'essai. Italie nous fait un petit effrayeur, mais ça va. Adritz est partout, je trouve. La défense des Bleus est en place et maintenant. Et donc, l'attaque des Italiens ne va nulle part. Faute contre nous et les Italiens assiègent notre but et ça passe pour eux. Et non, j'ai rien dit. Un tête contre tête annule tout. Ça chauffe un petit peu. Adritz s'en moque complètement avec le petit geste qu'il faut. Jalibert avec un passe au pied bellissimo. Penaud aurait pu même marquer cet essai en marche nordique. 31-0 pour le mi-temps. 43 minutes, on fait des changements. J'ai jamais compris pourquoi à 3 minutes après, le mi-temps. Et c'est le Jalibert Show. En fin de passe, le stutter step. 2 Italiens sont tellement confus qu'ils se sont retournés. 38-0. Ils sont chez nous, mais pas longtemps. Ficou sonne la révolte. Movaca monte sa puissance. 45-0 maintenant. Jelance est vraiment en forme pour le deuxième mi-temps. Les remplacements arrive et Moefana ajoute au score. Les Italiens vont finalement marquer. Moefana a fait son doublé. Jalibert avec un 22-22. Et on ajoute la pénalité pour passer la barre de 60. 60-7, ça fait du bien. Oui, c'est-à-dire que ça a clôturé le débat sur ce fameux match casse-gueule, ou peut-être que les Italiens, finalement, le match piège. Ça a quand même été très vite clôturé. Le début de match est tellement outrageusement à l'avantage des Français. Moi, j'ai regardé, au bout de 10 minutes, je me suis dit, le machin est plié, ils vont en prendre 50. Je trouve que ça se voyait. Les Italiens étaient totalement sur le reculoir. On sentait les Français qui étaient ultra déterminés. J'ai rarement vu Greg Aldrit, lui qui en plus a l'air d'être un gentil garçon, il s'est même mis à chambrer les Rital en leur parlant à l'italienne avec les mains. L'air de dire Maquet, arrêtez de parler, ici c'est l'action. Donc il n'y a pas grand chose à dire. On a à nouveau assisté à une démonstration de Penaud, et que dire de la performance de Jalibert qui est quand même
une performance de très très haut niveau qui doit nous rassurer à l'aube des phases finales, parce que ne pas avoir Romain Ntamak était une très mauvaise nouvelle, mais Dieu qu'on a de la chance d'avoir Mathieu Jalibert. Quand il est comme ça, il est exceptionnel. Le coup de pied qu'il arrive à mettre en déséquilibre pour l'essai derrière de son ailier, c'est une pure merveille. Une pure merveille. Donc, chapeau, et puis maintenant, on a envie de passer à la suite. Exactement, le match était à la hauteur de ce qu'on attendait. Il a été à la hauteur des attentes. Quant à moi, j'étais quand même très content parce que je l'avais redit la semaine dernière, mais j'ai trouvé à l'Italie un manque d'humilité après s'être baladé c'est avec 2 matchs faciles en ouverture de Coupe du Monde. Ils ont un peu ouvert leur gueule avant la Nouvelle-Zélande. Prendre 100 pions leur a pas suffi. Ils ont réouvert leur gueule avant la France. Il y a un moment dans tout sport, le manque d'humilité est rarement bon, mais dans le rugby encore moins. Donc moi, je suis content de la tournure que ça a pris. Je suis content aussi, comme vous disiez, de retrouver un 10 so French, j'ai envie de dire. Un peu foufou, voilà, et qui ravit. On va pas refaire l'éloge de Jalibert, mais je pense que, comme tu dis, hein, on a un 10 retrouvé. Dans le genre éloge aussi, moi, j'ai été vachement content sur ce match. Bon, il y a plein de trucs, hein, pardon, je manque peut-être d'enthousiasme, mais oui, à 60 pions, je suis content. On a fini premier de poule dans laquelle il y avait quand même la Nouvelle-Zélande, c'est formidable. Mais à la hauteur dans les bonnes nouvelles, pour moi, il y a Woki. Woki qui a eu un début de Coupe du Monde pas difficile, mais il avait pas son niveau. Dans la semaine, il y avait une sortie d'Ari Nordoki qui avait pas été tendre avec lui. Et à part une petite faute en première mi-temps où il fait une passe un peu trop rapide dans les 5 mètres adverses où on perd un peu, où on récupère le ballon, mais où il y a une petite maladresse, quoi. J'ai trouvé super bon. J'ai trouvé bon en touche. C'est un allié précieux qui va être très précieux sur les matchs à venir. On va avoir des touches quand même très très concurrentielles. Voilà, je suis content pour lui. On avait déjà parlé en plus dans ce podcast au dernier tournoi, il était peut-être pas au niveau auquel il avait pu nous habituer. Est-ce que c'était ces joueurs qui, en commençant en équipe de France, font sensation pour ne plus revenir après? Eh ben non, pas du tout. Sur le reste de l'équipe, ça confirme, comme tu dis, le fait de ne pas tomber dans le piège, ça confirme aussi le fait que sous l'ère Galtier, cette équipe de France a pris une toute autre ampleur et, et sait tenir son rang de leader, sait tenir son rang de premier, sait rentrer dans les bottes qui sont pourtant très grandes, et ça me fait plaisir. On aurait pu prendre ce match de haut et il y avait quand même beaucoup d'envie. Et moi, ce que j'ai bien aimé de la part d'Aldrit avant son petit charriage à l'italienne et sa petite main parlée, c'est qu'il a quand même invité à regarder le score. Il a quand même invité son adversaire à regarder le score avant. Et ça, c'est typique de papa qui est en place, quoi. Il dit, mec, tu peux charrier, tu peux sortir les points, il n'y a pas de souci. Mais regarde le score quand même, ça va peut-être te mettre la clim. Bah, en fait, c'était marrant parce que d'un coup, ils avaient vraiment aucune solution, les Italiens. Ils ont complètement oublié qu'ils pouvaient jouer au pied, en fait. Et je trouvais ça assez dingue. Mais l'autre chose aussi, c'est l'effet que, comme tu dis, la France, ils ont vraiment la confiance. Tu vous souvenez, moi, j'étais pas à l'aise devant. Avant le match, c'était vraiment, comme il a dit, Fabien, c'était très, très, très difficile. Et finalement, comme tu as dit, 10 minutes dans le match, je dis, oh, bah tiens, on a déjà loupé genre trois opportunités d'essai. Moi, le sentiment que j'ai eu, c'est quasiment sur la première action, en fait. C'est-à-dire que la détermination de l'équipe de France et la supériorité sur les zones de combat et de percussion, elle est quand même apparue dès la première action. D'ailleurs, il y a un essai très vite. Après, au passage, une passe de classe après contact de Cameron Woki, quand même. Je trouve que le suspense a été d'assez courte durée, mais c'est ce qu'il nous fallait. Emmagasiner de la confiance, ne pas avoir de doute. Et c'est vrai qu'à 60 grains, tu te dis, l'affaire est entendue, on ferme le bouquin et on regarde devant, quoi. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on revient sur le dernier match, on a gagné, mais de justesse, en fait, qu'on a joué contre 11 nations, c'était assez proche. Je manque pas l'opportunité de vous apprendre une expression en anglais, quand même, qui est snot bubbles, quand Louis Bébé s'est fait vraiment tabasser à la fin de match où il y avait la morve qui sortait de sa bouche. Nous, en anglais, c'est mon coach de foot américain qui disait, il faut les frapper tellement fort qu'il y a des snot bubbles qui sortent. Et voilà, c'était le cas pour Louis Bébé, mais bon, super match de tout le monde. On va passer à la prochaine. Avec plaisir.
C'est Géorgie contre Pays de Galles, match assez proche pendant un bon bout de temps, mais avec un Pays de Galles plutôt en tête, 17-7 pour le mi-temps et ça est devenu vite fait 24-7, sauf que vers les fameuses 60 minutes où les petites équipes commencent à plier avec la fatigue, un manque d'un bonbon. Bon, c'est Géorgie qui font l'opposé. Ils vont marquer un essai tout en force, 24-14, et puis un essai tout en finesse, avec un raffut de dingue et un joli pic de vitesse de Ninashvili, le numéro 14 de Lou Rugby, 24-19. Ladies and gentlemen, on a un match. Pénalité ratée par les Pays de Galles, mais Rees-Zammit comme une balle pour le coup de pied à suivre avec un rebond très favorable, 31-19. Les Géorgiens ont compris quelque chose que les Italiens n'ont pas capté. Les coups de pied, c'est bien. Les tensions sont hauts et ça chauffe après un petit headlock, double carton jaune, un pour chacun. Dommage parce que c'est le 14 de Géorgie qui doit sortir. C'est lui qui mettait le feu pour son équipe. Rees-Zammit profite d'un manque de monde pour inscrire son troisième essai, un peu fouteux et un peu douteux aussi, aplati avec des bouts de doigts sans contrôle, 36-19. Et puis George North ajoute son essai à lui, 43-19. Bon, Géorgie a quand même fourni un super effort, dommage qu'ils ne finissent pas au moins troisième pour ce pool qui assurera leur place dans la prochaine Coupe du Monde. Un peu déçu aussi pour la Géorgie parce qu'elle se qualifie, comme tu dis, pas directement pour la prochaine Coupe du Monde. Mais bon, vu comme ils se débrouillent sur la scène européenne, c'est pas, je crains pas tellement pour eux. Mais cette poule de toute façon était une des plus pleines de suspense. Et donc voilà, ce match-là n'a pas eu de retournement. Il n'y a pas eu de underdog qui a pris l'ascendant. Les Gallois finissent premiers de cette poule et comme d'autres premiers de poule dont on va parler tout à l'heure, m'agacent un peu parce que je les ai pas vus sortir de beaux jeux. Ils m'ont pas plu, ils m'ont pas transcendé dans une poule où d'autres outsiders ont montré de très belles choses. C'est là où il y a eu le plus grand concentré de bonnes surprises dans cette poule. Je trouve que pour une poule aussi ouverte et intéressante, les premiers sont très décevants. Oui, ce qu'il y a surtout, c'est que les Gallois, ayant battu les Fidjiens d'une manière assez improbable en début de tournoi, traînent un peu cette semi-victoire comme un boulet. Et on a du mal encore à se réjouir pour eux, même si c'est une équipe qu'on trouvait en fin de cycle et assez moribonde sur les épisodes printaniers depuis 2 ans. Et là, je trouve qu'ils sont quand même pas si mal. Voilà. Si on devait jouer contre eux en quart, le fait est que je crois qu'ils me feraient pas peur quand même. Donc ça prouve que ils sont pas complètement revenus dans le concert des grandes nations, mais c'est tout à fait présentable. Et contre des équipes un peu inférieures, ils savent jouer au rugby, ils déroulent avec plein de jolies choses. Et George North avec une sacrée longévité quand même. Ça commence à faire un moment qu'il est là, à jouer à l'aile, au centre et à enquiller. Je ne sais pas combien il a de sélections. 40 au moins, non 400 100, mais c'est son quatrième. C'est son quatrième. Quatrième Coupe du Monde pour George North, c'est quand même la classe. Allez, en parlant de quatrième, je pense qu'il y a au moins 2 ou 3 Anglais qui font leur quatrième Coupe du Monde aussi. On va passer à Angleterre-Samoa. Un peu de respect quand même pour le haka assez intense de Samoa. Ça va bien saigner pendant 5 minutes. Angleterre avance avec un molle en trottinant comme des légionnaires romaines. Il y a un Tom Curry rouge pour ce match épicé. On voit le talonneur qui échappe dans le couloir avec un joli coup de pied. Et c'est pour Chesham, la deuxième ligne d'Angleterre, 5-0. Dommage que Samoa rate un pénalité, mais le mêlée anglais est très rude. Tuilagi cavale et Farrell n'est pas loin d'un essai, 8-0, toujours Angleterre. Et finalement, ballon intercepté par Samoa. Tout le monde touche le ballon après un super moment de rugby, et c'est par le 11 poteau entrant. Peut-être la chance est côté Samoa aujourd'hui, 8-7. Et on y va, Samoa, avec un passe au pied dans les mains d'un troisième ligne qui s'appelle Théo. Petit passe au talonneur et presque en avant à 1 mètre. Dommage. Samoa se sent en confiance et les Anglais sont poussés à la faute. Ils prennent la peine à touche, les Samoa, et que ça paye. Le passe au pied très haut dans l'air et c'est accordé de justesse. 14-8. Let's go! Samoa en tête. Leur attaque déroule. Encore des erreurs des Anglais. Essai Samoa? Ça passe pas au TMO. Le prochain essai non plus. Le 9, le 7 et le 2 Samoa crèvent l'écran.
Deuxième mi-temps, Samoa toujours en tête, 14-8. Courtney Law se fait démonter. Interception Samoa et ça va presque à la distance. Ils sont dans les 22 English et c'est allez les Bleus, 17-8 grâce à un penalty. Marcus Smith mit un peu de rythme, essai anglais par la suite mais refusé en avant. Ils prennent quand même les 3 points les Anglais. 17-11 et il y a un penalty pour Farrell mais il a un brain fart, un petit peu de cerveau. il laisse couler le temps et donc ça va pas compter. Allez, mêlée après mêlée et finalement c'est Danny Care qui va faire la différence toute seule. Pas d'erreur de Farrell cette fois-ci. 18-17 pour Angleterre. Encore 6 minutes pour Samoa, mais pourquoi ils prennent 1 minute pour faire le touche et 1 autre minute pour faire le mêlée? Est-ce qu'ils vont faire comme contre Irlande cet été et laisser passer cette opportunité? Dernière chance pour les Bleus sur la côté droite, mais ça échoue à 10 mètres, 18-17. Quelle déception pour Samoa. Parfois, le sport est magnifique et parfois, c'est juste pas juste. Je crois que ce que j'ai préféré de tout ce match, c'est la pénalité tapée hors délai de Farrell. C'était vraiment un régal de voir sa tronche de cake qui fait le malin pendant 5 minutes, qui parle à l'arbitre, qui fait ceci, cela, machin, qui oublie le truc alors qu'il y a un chrono de 4 mètres par 3 écrit devant son pif et qui arrive à taper après. Je crois que c'est quand même une première en match international, ce truc loupé. Je suis pas mécontent que ce soit les Anglais qui l'aient fait. J'étais très déçu pour les Samoans parce que ils auraient mérité d'accrocher une belle victoire comme ça en Coupe du Monde. Maintenant, ils ont aussi fait des erreurs pendant le match qui fait que la victoire des Anglaises n'est pas complètement volée. Et puis, ils avaient quand même presque 3 points de plus avec cette pénalité qui était passée, mais qui a été tapée hors délai. Donc, oui, un match qui nous a pas appris grand-chose, mais où on a vu de belles choses. Voilà. Ouais, les Anglais terminent leur phase de poule comme elle s'est déroulée pour eux, à savoir mollement, sans gloire et sans soulever les foules. C'est comme la cuisine anglaise. Ouais, exactement. C'est comme leur cuisine fade. Fade et énervant. Non, je sais pas si la cuisine est énervante, mais... Non, mais voilà, j'ai toujours ce syndrome de l'underdog. J'y ai cru, ces Samoa m'y ont fait croire. Tu sais, il y a un mème comme ça où c'est Please don't give me hope. Hope, tu vois, ne me laisse pas y croire, s'il te plaît. Mais voilà, je pense que la victoire des Fidji contre l'Australie ne m'a pas suffi en victoire par inattendue. L'Angleterre est la tête de proue de ce petit groupe de quarts de finalistes que je trouve arriver comme ça, un peu comme des cheveux sur la soupe. On va voir le 3e tout à l'heure. Et il aura fallu attendre encore un petit peu pour revoir une victoire surprise. Je peux donner un espoir quand même, Charlie, sur la suite de ta carrière. Danny Care, qui marque l'essai de la victoire, a quand même 36 ans. Ah, ça me laisse encore moins 1 an pour une carrière internationale. Allez, on passe à Irlande-Écosse. Écosse a dit oui, nous on a un plan. Irlande a dit ok. Et ils ont marqué dans 1 minute. C'est James Lowe, le mec avec le man bun et le moustache. C'était Ringrose, le centre, qui a fait le boulot. Et Johnny Sexbot qui a raté le coup de pied. 5-0. Écosse revient à la charge avec intention pendant 10 minutes au moins. Aucun faille dans cette côte de maille qui est la défense Irish. Jamie Richardson, le capitaine de Chardon, s'est cassé quelque chose. Les côtes, peut-être. Hanson, le 14, sort aussi. J'ai l'impression que ça tape dur. Aki sur Irlande, il donne beaucoup de lui-même. Van de Flyer aussi. Jolie passe après contact. Et c'est Keenan qui score. Et voilà, le diesel est démarré. Essai par les avants des Verts, 19-0. Grosse molle des Verts, difficile à défendre. Essai de Keenan encore. 26-0 pour le mi-temps. L'attaque d'Écosse est complètement impuissante et ça les frustre. Sexton est à l'origine d'un petit bousculade. Le pilier Schumann fait son videur de boîte de nuit et après, tout est surveillé par le TMO maintenant. Donc, ils font NCIS Saint-Denis pour découvrir le coupable. Un bleu reçoit un jaune et les Verts marquent encore 31-0. 48 minutes, coaching massif pour les Irish. Ce match est plié. À 57 minutes, Ringrose est servi 36-0. Et voilà, ça bouge côté Écosse. Le talonneur va marquer. Et comme un bon vieux Scotch whisky, ça réveille. Un autre essai pour les Chardons, 36-14. Les Écossais sont à nouveau à l'attaque, mais pas pendant longtemps. La révolte est calmée. With their guns and their bombs and their bombs and their guns, they are fighting. Les Irish sont vraiment très très forts, 36-14.
C'est un match qui est quand même très inquiétant. Très inquiétant pour les futurs adversaires des Irlandais, que nous sommes potentiellement, même si ce ne sera pas en quart de finale, ça peut être en finale uniquement. Ils ont mis la même raclée qu'on a mis aux Italiens. C'est-à-dire que très, très vite, on a compris, par l'engagement, la qualité offensive et surtout la qualité défensive des Irlandais, que les Écossais n'iraient pas chercher la gagne, n'iraient pas chercher le point de bonus, n'iraient chercher rien du tout à part les dents sur la pelouse, et que, franchement, il y avait quand même une classe d'écart. 36-0 avant qu'ils reviennent au score. C'est quand même énorme. Les Écossais, c'est une sacrée équipe. Schumann, Van der Merwe, on en parle beaucoup. Ils sont loin d'avoir une équipe de deuxième zone et ils n'ont pas existé. Une performance des Irlandais que je qualifierais de impitoyable, en fait. Absolument impitoyable. Donc, je pense que la confrontation entre les Blacks et les Irlandais en quart de finale, ça va être quelque chose de dantesque. Il faut absolument voir ce match. Et bien malin, qui pourrait dire qu'il va s'en sortir, parce qu'avec ce qu'ont montré les Blacks sur les 2 derniers matchs qu'ils ont fait et ce qu'ont montré les Irlandais contre les Écossais, ça va être un sacré mano à mano. Et franchement, il y a intérêt à être devant le poste si on n'est pas au stade. Ces quarts de finale, vont vraiment sentir la poudre. C'est poule A et B, la confrontation poule A et B vraiment va être terrible. Les Irlandais, c'est une déferlante sur le rugby mondial depuis quelque temps, sur la Coupe du Monde. Je parlais que des Français qui ont appris à tenir leur rang. Clairement, on fait difficilement mieux que les Irlandais en matière de tenir son rang. En effet, j'ai vraiment... Pardon, je passe à côté de ce match contre l'Écosse, mais oui, voilà, ce quart va être une déferlante. Ça va vraiment être un choc entre les Néo-Zélandais qui sont en pleine montée de diesel et les Irlandais qui marchent surtout, qui arrivent en conquérant. Ça va être bien violent. Les Irlandais, juste petit mot, moi me plaisent beaucoup aussi par leurs fans. Qui arrêtent pas qui réjouissent partout où ils vont. Il y a des vidéos sur les internets de eux qui organisent des concours de kick un peu partout, des plaquages avec les adversaires dans les rues partout et qui transforment tous les stades où ils vont en karaoké géant. Ils sont au moins aussi bons en support que leur équipe est bonne sur le terrain et c'est pas peu dire. Turbo diesel quand même les Blacks, pas diesel quoi. Alors, je m'y connais pas assez en mécanique. J'ai pas le permis, je crois que je me dévoile ici. Mais ouais, je voulais dire qu'il monte en puissance, quoi. Voilà. On va dire ça. Voilà. Mais ça va cogner en tout cas. Bah moi, j'avais l'impression qu'il y avait 23 mecs pour Irlande sur le terrain, en fait. Parce que comme ils grattaient pas, c'était incroyable. Parce que comme ils grattaient pas, en fait, il y avait toujours tellement personne en défense, c'était impossible. Et ils ont vraiment choisi le bon moment pour gratter un ballon, mais ils plaquaient à 2. Il y avait 3 ou 4 Écossais qui essaient de protéger le ballon. Mais il y avait tellement d'Irlandais en défense, c'était vraiment incroyable. C'était pas du jamais vu, mais quand même, comme tu dis, ils étaient complètement en aisance. Oui, c'est un peu ce que j'entends reprocher autour de moi au jeu irlandais, c'est-à-dire qu'il est pas flamboyant, il fait pas lever les foules. Enfin, si, il fait lever les foules, mais parce que les Irlandais sont des super supporters. Mais je veux dire, c'est pas un rugby d'envolée, c'est un rugby très travaillé, chirurgical, avec une défense bien puissante. C'est pour ça que je disais vraiment rouleau compresseur tout à l'heure, parce que il y a vraiment une impression d'efficacité, de réalisme, ils sont pas là pour du Flanschler, ils sont pas là pour les envolées des Fidji, ils sont pas là, non, ils sont là pour du réalisme, avancer et arriver jusqu'en finale. Bundy Aki, j'ai l'impression qu'il est plus gaillard à chaque fois. Tous les matchs, j'ai l'impression qu'il est encore plus gaillard que 3 jours avant. Je sais pas ce qu'il bouffe, mais on dirait vraiment un chêne, le mec. C'est monstrueux, quoi. Non, ils sont très, très impressionnants. C'est bof aux carottes. Allez, Japon, Argentine, dimanche matin, après mon tentative de sport tragique. It was time for some good rugby. Donc voilà, la vitesse et détails des Japonais contre la puissance et parfois la folie des Argentins. Les Japonais avec dans leur joli maillot rouge et blanc avec beaucoup d'énergie, mais leur hymne national c'est un peu déprimant quand même, tout à l'inverse de Argentine avec un bleu foncé sympa. Et bang, le match démarre, Choco Barres, go Choco, bye bye, essayé dans le plein centre par lui dans 1 minute, et c'est déjà 7-0.
Boffelli, le 14 Argentine et un peu partout. Les Japonais ont loupé pas mal de plaquages jusqu'à là. Temps fort pour le Japon et voilà, une action pour les packs de potes. Je savais que vous allez aimer. Le deuxième ligne japonais qui fait un essai de 70 mètres avec un coup de pied à suivre pour lui-même. Peut-être le meilleur essai de ce Coupe du Monde pour nous au moins. 7-7. Carton jaune pour un tête contre tête. Il y a un Japonais de moins. Est-ce que les Argentins vont profiter? Oui, c'est Carreras, le 11, qui va sauter dans le but. 12-7 pour Argentine. Le Japon répond avec un joli essai du 9. C'est 14-15, toujours pour Argentine. Deuxième mi-temps et Japon mis le tempo, mais Carreras est vraiment électrique. 22-14. Japon gratte des points intelligemment, un penalty, un drop de Dengo. Ils reviennent dans le score 22-20. Mais l'équipe d'Amérique du Sud n'est pas à l'ouest. Ils marquent un essai dans le coin par Boffelli. Pourtant, entrons quand même, 29-20. Vraiment agréable quand même ce match. Les Japonais vont marquer 29-27. Carreras marque son troisième essai, 36-27 avec 10 minutes à jouer. C'est comme la fin d'un match de boxe quand les deux échangent des gros coups lourds. Allez, c'est fini, 39-27 pour Argentine. C'est vraiment un des plus beaux matchs de la compétition pour moi. J'ai absolument adoré ce match parce que ce sont deux équipes qui, sur cette confrontation, se sont livrées sans arrière-pensée. Se sont vraiment livrées pour jouer du beau rugby, pour marquer au maximum. On a eu un match qui a été très disputé. Il y a 12 points d'écart à la sortie, mais les Japonais sont quand même revenus à 29-27 à un moment, donc c'était encore possible à un quart d'heure de la fin qui gagne, qui passe devant, même si on avait senti quand même la puissance argentine se mettre en place et la machine se mettre en place, et les Japonais faisaient la course derrière, revenaient, et puis ils reperdaient le ballon derrière et ils reprenaient un essai, mais c'était un match, un pur plaisir de rugby à regarder. Énormément de super actions. Le maillot des Argentins est une splendeur. Je ne connaissais pas ce maillot. Il est magnifique, franchement. On a regardé ça avec mon fiston. On se disait, mais attends, on va l'acheter, il est trop classe. En plus, je crois que maintenant, ils ont corrigé le Puma, qui était un Jaguar, qui est devenu vraiment un Puma et tout. Donc, c'est peut-être un peu collector, parce qu'ils ont fait 50 ans d'erreur de félin sur le maillot. Et là, je crois que maintenant, ils ont le bon. Donc, bref, j'ai absolument adoré ce match. J'ai trouvé que Carreras, que je ne connaissais pas, alors lui, c'est une mobilette et il était absolument exceptionnel. Et en revanche, merde, attends, oui, pardon. Et en revanche, Matsushima, qui nous a fait rêver dans le championnat de France, est quand même un peu passé au travers. C'est la seule déception de l'équipe japonaise. Il n'a pas fait un bon match, il a raté plusieurs ballons. C'est voilà, un peu dommage pour lui de finir là-dessus. Mais quel super match de rugby et de Coupe du Monde équilibré, avec du suspense, avec de l'envie, la fête dans le public. Les deux publics étaient formidables. Les Japonais qui jouent le jeu avec les déguisements, les machins, les Argentins aussi. Non, on a envie que ces matchs-là, ils durent 2 heures. Bah, dommage, ça dure que 40 minutes. x2, 80. Alors moi, de l'autre côté, avec mon manque total d'objectivité, il m'a pas autant plu qu'à toi. Parce que les Argentins sont aussi une équipe, mais c'est leur premier match. Je crois que je suis resté sur leur premier match de cette Coupe du Monde. Ils m'agacent aussi. Voilà, pour moi, ouais, mais sur ce match-là, ils font le job, Charlie. Tu peux pas dire le contraire. Sur celui-là. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis que je devais manquer d'objectivité, parce que j'étais pris par mon. Voilà, je l'ai regardé bras croisés, yeux mi-clos et. Fâché quoi qu'il arrive. C'est ça, exactement. Il y a rien à faire. Non, mais évidemment, oui, j'ai cru au Japon, toujours mon petit côté outsider, underdog. J'y ai cru. J'ai été pris par le suspense du match, évidemment, et forcément un match où un deuxième ligne met un essai en faisant un petit coup de pied à suivre, ça me fascine. Ça, j'ose même pas en parler. Moi, je suis en larmes quand je vois ça. Je me dis putain, mais ça c'est possible. Donc pourquoi je l'ai jamais fait, moi? mais vous mentez. C'est fou ce que font les intelligences artificielles de nos jours. On croirait que c'est vrai. Et voilà, mais un peu tristoun, je pense, parce que tristoun de la qualification de cette équipe d'Argentine que j'ai trouvé jusque-là assez terne. Tristoun un peu pour ces Japonais aussi qui avaient fait des très belles Coupes du Monde précédentes, 2015-2019. Avec des très beaux exploits qui n'en étaient pas vraiment, parce que c'était un peu comme les Fidji aujourd'hui, c'est-à-dire on peut plus parler d'exploits quand l'équipe arrive à un niveau pour lequel elle a surprend pas tant que ça finalement quand on les a suivis.
depuis un moment. Là, une amie qui les supporte me disait sa déception parce qu'ils n'ont pas fait aussi bien que les autres Coupes du Monde. Je pense que le Japon sort quand même grand, un peu en deçà de ce qu'il nous a montré, mais il y a pas de dégringolade du Japon. Le Japon n'a pas perdu tout son niveau. Il est juste, oui, en effet, il est en deçà. C'est pas le Japon qu'on a connu dernièrement, mais il nous aura quand même fait plaisir. Voilà, j'étais déçu pour cette équipe qui n'allait pas sa petite victoire de Coupe du Monde quadriannuelle. Et encore une fois, il m'aura fallu attendre encore un peu pour une victoire surprise. Vous avez vu ce teasing fil rouge? Incroyable. C'est un truc que c'est pas mal, hein, Bon, c'était pas le match qui suivait, Tonga contre Roumanie. Vous allez m'excuser, mais j'ai fait un petit pause rugby et je suis allé au cinéma avec ma femme. C'était un match plus serré que j'aurais cru, avec 10 essais en total. Tonga qui était en tête par 4 points à la mi-temps, 21-17. En deuxième mi-temps, le score a gonflé avec Tonga qui a gagné 45-24. Oui, je pense que pour les Roumains, c'était quand même important de marquer des points. Ils en ont marqué 24, ce qui n'est pas rien dans un match de rugby. Et je pense que pour cette équipe qui a beaucoup souffert sur les premières confrontations, c'est quand même un soulagement de ne pas avoir été ridicule contre les Tongiens, qui sont quand même des sacrés clients. Donc je pense qu'on peut tirer notre chapeau à cette équipe roumaine, qui termine cette compétition un petit peu sur les rotules quand même, et avec beaucoup plus de questions que de réponses. Mais moi, j'étais content qu'ils aient montré un beau visage sur cette confrontation contre les Tonga, que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais c'était un match tout à fait valable et plus équilibré que malheureusement les confrontations précédentes dans lesquelles se sont retrouvés empêtrés les Roumains. Allez, c'était le match de week-end, c'était Fidji-Portugal. Et je pense qu'on l'a tous senti venir. Un Portugal qui montait en puissance suite à leur match nul contre Géorgie et un match assez prometteur contre Australie. Contre Fidji, qu'ils ont tout donné contre Pays de Galles et Australie. Et ils avaient du mal à finir contre les Géorgiens. Pour passer en quart de finale, les Fidjiens avaient besoin de gagner ou au moins pas perdre par plus de 8 points pour avoir le point de bonus. Le match commence à Toulouse plein à craquer. Fidji en difficulté au début avec 2 coups de pied contrés et un touche perdu, mais des plaquages de ouf. 3-0 pour Fidji, match assez égal. À 25 minutes, Fidji envoie les gros, opportunités loupées. Contre-attaque rapide de Portugal sur le côté droit, le 11 fidjien qui revient en diagonale pendant 40 mètres. Grattage par Portugal, vous comprenez, c'est vraiment un ping-pong avec plein d'opportunités. À 33 minutes, le Talendeur qui joue à l'USAP, Tadjer, il va faire un joli coup de pied inattendu. Les Rouges de Portugal ont la folie avec des jolis percées de partout. Penalty touche à 5 mètres, le passe de 9 qui est en train de tomber. Essai dans le coin, non. 3-3. Toujours pas d'essai, mais on s'amuse bien pendant ce premier mi-temps. Deuxième mi-temps, Portugal s'amuse aussi. J'aime bien leur 9, leur 7, leur 13 et le jeune 10 qui récupère un open under. Le 13 avec le coup de pied rasant et le 14 avec l'essai. Bravo les Lelos. Quel match de fou. En 30 secondes, ils sont à nouveau à l'attaque. Le 11 avec la énorme percée. Le 15 fidjien qui va récupérer le ballon et répliquer, mais il n'a pas assez de jus dans ses jambes. Le boss Botia va faire le boulot. C'est 10-10. Botia va être un peu trop rude dans un plaquage à la mâchoire qui va suivre et c'est jaune et bon cœur. Essai direct par les avants de Portugal, 17-10. Après 8 minutes dans les 22, ça finit avec un en avant pour Fidji. Pourquoi ils ne prennent pas les points, les Fidjiens? C'est comme ça qu'ils ont perdu contre Pays de Galles. 60 minutes, Botia est de retour, mais le capitaine Wasea doit partir. Quelle équipe va tenir pendant ce bras de fer incroyable? Fidji finalement passe en force en mode tondeuse de pelouse, 17-17. Encore 12 minutes, mais ma femme est trop stressée pour regarder. Fidji traverse le terrain, mais loupe l'opportunité. Ils sont de retour, un autre pénalité pour eux. Et oui, finalement, ils prennent des points pour la victoire et ça passe, 20-17. Tadjer, le talonneur portugais, sort sous les applaudissements. Fidji ajoute un pénalité de plus. Ils mènent par 6 points maintenant. Portugal n'ont plus rien, ils ont tout donné, mais oui, le 14 sur le côté et le 11 qui va finir, le 9 avec la transformation, 24-23, Portugal gagne le match par 1 point, Fidji passe quand même en quart de finale et les Wallabies rentrent à la maison, presque tout le monde est content. Franchement, celui qui a mis 100 balles sur la victoire du Portugal contre les Fidji, je n'ai pas regardé les cotes, mais il a pris un paquet. Ouais, parce que là, franchement... Penser qu'à ce stade de la compétition, les Portugais pouvaient battre les Fidjiens,
je crois honnêtement que personne ne pouvait mettre $1 sur une victoire pareille. C'est absolument incroyable. Et je crois que l'exploit des Portugais, il est tout simplement hors norme. C'est évidemment le plus bel exploit de cette Coupe du Monde, en tant que petite nation qui en tape une grosse. Mais quelle manière extraordinaire en plus. C'est-à-dire que c'est pas un match volé, c'est un match où ils ont marqué des essais avec un talent fou. L'essai avec le petit 10 qui vient prendre le ballon en l'air, extraordinaire, et l'action derrière qui finit en essai, etc. Mais le mec, il va s'en souvenir toute sa vie. C'est vraiment des actions de classe et de grands joueurs. Alors, est-ce qu'ils étaient en état de grâce ou est-ce qu'on est en train d'assister à un truc? Parce que moi, je suis portugais, je regarde ça et je connaissais pas le rugby. Je me dis, mais attends, c'est dément ce sport. En plus, on tape les gros et tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, c'était un match complètement fou. Je trouve qu'en plus, dans cette équipe de Portugais où il y a plein de joueurs qui sont des amateurs éclairés, on a l'impression qu'on est 25 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. On a l'impression que c'est la Coupe du Monde de 87, avec des mecs étudiants, médecins. Enfin, c'est complètement improbable. Le rugby, c'est un sport lilliputien au Portugal, qui est lui-même un petit pays, avec finalement pas beaucoup d'habitants. Donc, c'est un exploit absolument retentissant. Est-ce que ce sera un coup pour rien ou est-ce que c'est le début de quelque chose? J'en sais rien, mais ils nous ont fait rêver. Vous savez qu'on a des auditeurs en plus à Lisbonne, je les salue, et en particulier Arthur, qui est un jeune joueur de rugby de Lisbonne, qui joue dans le même club que le numéro 10. Alors, moi je dis quand même, chapeau, et j'espère qu'un jour peut-être, on verra un auditeur, un écouteur du Pack de Potes, porter le maillot des Lélos en se disant que à la Coupe du Monde 2023, il écoutait les débriefings du Pack de Potes avec des yeux grands ouverts en se disant mais c'est pas possible, les Portugais ont battu les Fidjiens. Oui, l'exploit retentissant, en effet, on l'a enfin, le voilà. C'était un peu dur à supporter ce match, parce que c'est quand même, on en vient à espérer des trucs un peu bizarres, parce que je voulais cette victoire du Portugal, mais on adore les deux. victoire pas trop, parce que je voulais quand même que les Fidji prennent un point, tu vois. Donc je voulais une victoire du Portugal, mais pas trop. Dès qu'ils menaient un peu, je disais peut-être arrête-toi là, tu vois, comme ça il y a un point de bonus défensif et on est bon. Mais non, mais c'est superbe, franchement, moi je le prends toujours par le prisme de l'émotion, hein, ce sport, et franchement, là clairement on était servi. À la fin de ce match, j'avais les larmes aux yeux, t'es debout sur ton canapé, t'es heureux, quoi, pour ces mecs qui, c'est de la joie pure, en fait, c'est de la joie pure de venir crânement défendre ses chances, son maillot, même si on est amateur, même si on est des petits poussets. Je pense que, en effet, peut-être ils étaient en montée en puissance, ils étaient en pleine forme, ils jouaient leur va-tout. Peut-être que les Fidji ont perdu beaucoup de plumes aussi sur leur match précédent, que c'est plus dur de se motiver mentalement quand tu as déjà affronté des grands, que tu as déjà eu ton petit coup retentissant, que tu as fait tomber l'Australie, que t'es annoncé comme en quart de finale et que tu vas affronter une équipe dite petite. Je pense que mentalement, ils avaient peut-être un peu moins ils avaient un peu moins la langue. Tout à fait. Et je pense, pour aller dans ton sens, Charlie, que cette victoire des Portugais révèle aussi, malgré tout, la fragilité et la friabilité mentale de l'équipe des Fidji, qui, on a vu, est capable du tout meilleur. Peut battre n'importe qui, mais peut perdre contre le Portugal. Donc, c'est un peu inquiétant pour eux aussi. Que mentalement... Oui, c'est vrai, mais honnêtement, je pense que là, c'était vraiment mental, et que jouer un quart de finale contre l'Angleterre, jouer son premier quart de finale de l'histoire et contre l'Angleterre, je pense qu'ils seront là. Donc ce sera physique et rugbystique si défaite il y a. Après, tu parlais de génération. Peut-être, est-ce que c'est une montée, ou est-ce que d'après le fameux test de Pinard Test, il y a quand même dans le Pinard Test le 2 et le 9 qui sont très importants, et ceux du Portugal, ceux de cette victoire tirent leur révérence après ce match. Donc c'est un peu triste, mais oui, il faut évidemment s'arrêter 2 secondes sur ce Tadger qui joue avec le maillot rentré dans le short, qui sent bon le rugby à l'ancienne, qui joue au pied en plus. J'avais parlé de son sourire avant sa touche contre la Géorgie, où il était super heureux. Ça fait du bien, ce mec-là. Donc il avait quand même eu cette petite citation d'après-match que j'ai beaucoup aimé. Il a dit très clairement: je peux mourir demain. Ça va être un jour merveilleux pour moi.
Et il pensait pas finir la Coupe du Monde sur une telle victoire, mais on est très content. On n'a pas fini de le voir. Je pense que c'est évidemment un mec qui va incarner cette génération, être dans le squad après, etc. Parce que tout simplement, c'est une figure, c'est la pierre angulaire de cette équipe, c'est le taulier, et on sait que dans ces équipes-là, souvent, quand on a un première ligne qui est leader comme ça, son charisme ne dure pas que le temps d'un match. Ce sont des joueurs à charisme, et il est manifestement de cela. Le pierre angulaire, j'ajoute un dictionnaire. Oui, en fait, moi, perso, je trouve que c'est physique quand même, le fatigue de Fidji. On verra, parce que je pense qu'ils ont beaucoup donné physiquement, et comme c'est un tout petit pays par rapport aux autres, je ne suis pas certain qu'ils ont le bon que nous, on a la chance d'avoir. Mais en même temps, j'ai trouvé il y avait un geste de leur coach qui était très sympa et qui est revenu dans le locker room des Portugais pour donner plein de goodies. Mais bon, je suis content pour les deux, mais aussi content que c'était pas les Wallabies qui sont passés en quart, parce que franchement, ils ne le méritaient pas, et je trouve que Fidji le méritait beaucoup plus. Allez, on va parler des quarts rapidement. Donc, comme un de nos chers écouteurs, Christophe, a dit que vous étiez peut-être les meilleurs au niveau de des pronostics. C'est vrai qu'on est nul en pronostics. Merci Christophe. Donc, je vais vous aider un petit peu. Donc, le premier, c'est Pays de Galles contre Argentine. Donc, les 3 derniers matchs, en fait, ils étaient tous à Cardiff. Argentine a gagné 1. Pays de Galles a gagné 1. Et l'autre était un match nul. Donc, ça vous aide pas du tout. Donc, qui va gagner ce match? Moi, je mets une pièce sur les Argentins. Oui, par rapport à leur dernière prestage, j'imagine. Écoute, c'est clairement le quart de finale le plus excitant de ces quarts de finale, n'est-ce pas? Notez l'ironie. Je sais pas s'il y a de l'ironie aux États-Unis, ça c'était clairement de l'ironie. Du coup, pour le pronostic, je dirais quand même avec les Gallois, parce que je pense qu'il nous faut un King in the North, et que sur ces 4 confrontations qui seront Nord-Sud, je vais à chaque fois aller pour le Nord, sauf pour une exception. Je vous laisse deviner laquelle. Allez, on passe à la prochaine, c'est Irlande contre Nouvelle-Zélande. Et en 2022, Irlande est allée en Nouvelle-Zélande. Ils ont joué 3 matchs, Irlande, et ils ont gagné 2. Je l'ai dit, hein, le pronostic sur cette confrontation est incroyablement difficile. Je crois quand même que les Irlandais ont un petit peu d'avance, notamment parce que les Néo-Zélandais ont eu des matchs beaucoup plus faciles. Et je crois que l'Irlande, avec la confiance défensive qu'elle montre, a les moyens de faire chuter ces Néo-Zélandais. Je vais rester sur mon Nord. Évidemment, je serais plus content qu'une nation du tournoi Destination l'emporte et passe. J'aime, et ils me font peur, ces Irlandais, mais je les aime beaucoup, hein. C'est une équipe qu'on aime beaucoup, et en effet, de toute façon, on va se faire engueuler sur ce pronostic, hein, parce que je pense que ça va être dur de tomber juste. Mais je vois l'Irlande aussi passer, parce que rouleau compresseur, parce que la Nouvelle-Zélande, même si elle a retrouvé ses non-couleurs, c'est plus la Nouvelle-Zélande qu'on a connue, même si elle est brillante, elle est plus au-delà du réel. Et donc, je mise sur l'Irlande. Allez, on passe en Angleterre, Fidji. Dernier match, c'était pas si loin, c'était juste avant la Coupe du Monde. Fidji a gagné pour la première fois, 30-22 à Twickenham. Alors, on est évidemment à fond pour les Fidji. Pour autant, je serais quand même surpris que les Anglais se fassent surprendre 2 fois de suite par les Fidjiens. Je pense qu'ils ont été très, très, très humiliés de perdre à Twickenham, qui est le temple du rugby, contre cette équipe. Et je crains que les Anglais n'aient un petit coup d'avance et ne se retrouvent en demi-finale. Je suis d'accord avec toi. Je pense que à posteriori, cette victoire des Fidji sur l'Angleterre au mois d'août va être contre-productive parce qu'elle va servir de levier à nos Anglois. Et mon cœur aimerait beaucoup. Je vais de toute façon vibrer pour une victoire des Fidji. Ce serait énorme. C'est déjà historique, ce quart de finale. Et c'est le seul des quarts de finale pour lequel je ne vais pas soutenir le Nord. Et vraiment à fond derrière les Fidji, même si ça va être dur pour eux, parce que comme tu disais, Ticket, moins de bancs, plus de fatigue, mais le facteur cœur. Allez, l'autre match à nous, France-Afrique du Sud. Et si vous vous souvenez, la dernière fois qu'on a joué, c'était un sacré match. Il y avait Danty qui a pris un coup de tête, donc carton jaune contre les Afriques du Sud. Après, c'était nous qui avons mené 13-0. Et après,
Colissia a marqué 16-10 toujours pour nous. Et après, nous, on a fait un carton jaune. C'était qui? C'était Antoine Dupont qui a plaqué quelqu'un dans l'air, si vous vous souvenez. Après, Afrique du Sud a pris la tête avec un essai Willy the Roux. On perdait 26-22 avec 7 minutes à jouer. Il y avait un autre carton jaune contre l'Afrique du Sud. 14 Français contre 13 Sudaf. Et c'est nos avants qui a marqué l'essai de la gagne. Merci encore aussi au pied de Ramos qui a assuré la victoire 30-26 pour la France. Ça va être une confrontation probablement très serrée. Donc c'est difficile de faire un pronostic. Évidemment, on considère que les Français avec le 16e homme, avec la grinta et le petit truc en plus de jouer cette Coupe du Monde chez eux, et de ne pas pouvoir envisager de s'arrêter en quart de finale, vont avoir le supplément d'âme qui va leur permettre de passer devant. Mais ça va être terrible et je pense qu'on va passer un dimanche soir compliqué. Ça va être dur, mais cette Coupe du Monde, elle est pour nous, elle est chez nous, clairement prêt. Et c'est pas des mecs qui s'inventent des maillots pourris pour une Coupe du Monde chez nous qui vont venir nous la prendre. Donc un week-end plein de rugby qui nous attend après ces 40 matchs de poule, cette orgie de rugby. Il faut encore avoir un peu de place dans l'estomac pour ce qui vient. Mais il y aura peut-être une motivation pour vous aider à tout ça. C'est que vos potes du pack vous proposent un petit jeu pour gagner un jeu dont vous a déjà parlé. C'est la plombée du rugby qui vous le propose. C'est un jeu de boules d'intérieur. On est d'accord sur le jeu de boules français, pétanque, mais d'intérieur, c'est revisité, c'est nouveau. Et le pack s'y associe pour pouvoir vous le proposer en cadeau. Pour ça, rien de plus simple, on va vous envoyer tout en story, on va vous envoyer toutes les indications à suivre. Il s'agira d'aller sur Instagram, de suivre leur de compte et le nôtre, et de parier sous leur compte sur qui sera le vainqueur de cette Coupe du Monde 2023. Parmi les gagnants, il y aura un tiré au sort qui recevra chez lui un exemplaire de la plombée et un de nos fameux t-shirts. Donc n'hésitez pas, suivez-nous toujours sur Instagram et vous saurez tout pour gagner un jeu particulièrement cool. Allez les garçons, c'était toujours un plaisir. À très bientôt et on vous laisse après avec un petit mot d'un de nos listeners, nos écoutrices, Katia. Ciao, ciao les gars. Salut. Salut les gars et surtout que la force soit avec les Bleus la semaine prochaine. Bon, mais ambiance de dingue à l'intérieur du stade. Le stade est vraiment fou. Les supporters sont restés longtemps après la fin, après le coup de sifflet final. C'était vraiment dingue. Je pense beaucoup à vous, le pack, et j'espère que vous avez kiffé au moins autant que nous. Plein de bisous.